Bien, donc on continue notre cours sur l'effet d'un champ cristallin. La semaine dernière, donc on a vu ensemble l'effet d'un champ octaédrique sur les niveaux énergétiques des orbitales D d'un élément de transition D. Et nous avons précisé quelques modalités et nous avons donc parlé que champ cristallin, la théorie du champ cristallin repose sur une étude qualitative. Cette étude qualitative qui est purement ionique, c'est-à-dire ne tient pas compte des orbitales 4s et 4p dans l'étude de cette théorie, et que effectivement aucun recouvrement d'orbital entre celle de l'atome central ou le métal central et le ligand. Et que l'étude effectivement est qualitative. Je précise, l'étude est qualitative et non pas quantitative. Et nous avons vu ensemble l'effet d'un potentiel octaédrique sur les niveaux énergétiques d'orbital D de l'élément de transition. Nous avons précisé que la répulsion interélectronique permet effectivement d'éclater les, 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 les termes d'un ion libre en L2S plus 1 terme et que, effectivement, le champ électrostatique, le champ cristallin, permet également de lever partiellement ou totalement la levée des générations de ces niveaux-là. Dans le cas, dans le cas du champ octaédrique, nous avons vu que les orbitalités de G se stabilisent par rapport au niveau zéro, c'est-à-dire au niveau L1 à L6 au niveau zéro, énergie zéro, et que les orbitales EG, la dx2-y2, dz2, se déstabilisent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les orbitales T de G, ou plutôt les orbitales EG, la dx2-y2 et dz2, pointent directement vers les ligands. Donc on a une interaction très très forte entre la charge négative de l'électron qui occupe l'orbital et la charge négative du lion. Et que cette forte interaction, hein, fait que les niveaux de ces orbitales vont être déstabilisés par rapport à la situation sphérique. Et que, au contraire, les orbitales T de G, la dxy, dyz, dxz, se stabilisent parce qu'effectivement, les ligands, les orbitales du métal, les orbitales T de G, se trouvent entre les axes. Il y a une certaine répulsion, mais très faible par rapport à celle de EG. Donc, on a une certaine stabilisation. Donc, dans le cas du site octaédrique, nous avons vu ensemble que la disposition des niveaux énergétiques et se situe de la situation suivante. On a stabilisation des dxy, dyz, dz avec 2 cinquièmes de delta 0, donc moins 2 cinquièmes de delta 0, et que l'énergie de dx2 moins y2 dz2 se situe à plus 3 cinquièmes de delta 0. Pourquoi plus 3 cinquièmes? Parce qu'on a deux orbitales. Donc 2 fois 3 cinquièmes, ça fait plus 6 cinquièmes. Et là, nous avons 2 cinquièmes, donc 2, 3 orbitales. 3 fois 2 cinquièmes, ça fait moins 6 cinquièmes de delta 0. Donc la somme doit être égale à 0, l'énergie effectivement E0, qui est celle de la distribution sphérique. Parfois, on présente delta 0 comme étant 10 dq. Une dq, c'est une autre unité, autre que delta 0. Donc, on pourra effectivement travailler avec dq. Et on verra ça par la suite du cours. Dans le cas, le deuxième cas, nous avons vu ensemble l'effet d'un potentiel tétraédrique, effectivement, sur les niveaux énergétiques de l'élément de transition. Et nous avons précisé que, effectivement, c'est l'inverse. On a trouvé que c'est l'inverse. Ce sont les orbitales EG qui sont stabilisées, alors que les orbitales T de G sont déstabilisées. Pourquoi? Parce qu'on a vu ensemble que la distance qui sépare, par exemple, les T de G, la dx2 moins y2, c'est de A sur 2.
hein, de A sur 2, paramètre A sur 2, et que la distance qui sépare l'orbital T de G au métal, c'est A racine de 2 sur 2. Donc la distance la plus forte, c'est A racine de 2 sur 2, donc les interactions seront plus faibles, et par conséquent, hein, on aura une stabilisation de EG par rapport à T de G. Et nous avons vu que, effectivement, delta T, qui n'est autre que 4 neuvièmes de delta O, donc elle est très faible, la valeur de delta T est égale à 4 neuvièmes de delta O. Delta O, c'est l'éclatement dû au champ cristallin octaédrique. Et par conséquent, les EG, nous aurons effectivement moins 3 cinquièmes de delta T. Et les T de G, plus de cinquièmes de delta T. D'accord? Et dans le schéma suivant, on pourra comparer delta O, effectivement, du champ octaédrique à celui du champ tétraédrique. Et on voit effectivement qu'il y a une grande différence entre delta T et delta O. Aujourd'hui, donc, on va continuer notre cours sur l'effet d'un potentiel, un plan carré ou D4H sur les orbitales, effectivement des orbitales de l'élément de transition. Donc, cet effet effectivement, donc l'effet du champ d'un plan carré peut être déduit à partir de celui du champ octaédrique. Pourquoi du champ octaédrique? Le champ octaédrique, donc l'octaèdre, n'est autre qu'un carré, un plan carré sur le plan X ou Y, et vous avez deux atomes de part et d'autre, un atome de part et d'autre de ce plan DXY. Donc, si je prends, par exemple, l'octaèdre, vous aurez donc l'élément T, vous avez donc les ligands sur le plan XY. Vous avez donc au Z, vous avez un ligand de part et d'autre, effectivement, de part et d'autre du plan carré X ou Y. Donc, si effectivement j'envoie les deux ligands de part et d'autre du plan vers plus ou moins l'infini, eh ben j'obtiens uniquement le plan X ou Y comme étant le plan carré. D'accord? Donc, le plan carré peut être obtenu à partir d'un octaèdre en éloignant les deux effectivement ligands suivant l'axe OZ vers plus ou moins l'infini. Donc, je peux obtenir effectivement cette situation à partir d'un octaèdre régulier, d'un octaèdre normal. Donc, du point de vue niveau énergétique, eh ben, dans le cas effectivement du plan carré, vous avez pour les T de G, puisque le ligand suivant Z n'existe plus, on aura une stabilisation de T de G, de DYZ et DXZ par rapport à DXY, parce qu'effectivement, l'interaction des ligands suivant l'axe Z égale à 0 devient donc égale à 0. Et par conséquent, stabilisation des deux niveaux qui mettent Z, DYZ, DXZ se stabilise par rapport à DXY. Idem pour DZ2. DZ2, effectivement, se stabilise. Il n'y a plus de ligand suivant Z et par conséquent, les ligands, donc l'interaction devient égale nulle. Et par conséquent, nous aurons effectivement une stabilisation de DZ2 par rapport à DX2 moins Y2. Donc, on aura la situation suivante. Stabilisation de DYZ, XZ par rapport à DXY, d'une part, et stabilisation de l'orbital DZ2 par rapport à DX2 moins Y2. Donc on aura un petit, euh, une petite différence d'énergie entre dx2 moins y de dxy qui est appelé delta 1, une autre différence d'énergie entre dz2, dxz, dxz qui est delta 2,
Donc là, nous avons deux orbitales. Donc nous aurons effectivement un tiers de delta 2. Là, on a une seule orbitale. Donc nous aurons deux tiers de delta 2. Si je fais la somme, ça me donne effectivement 0 ici. Donc de la même façon, nous avons delta 1. Donc là, nous avons moins 1 demi de delta 1. Et là, plus 1 demi de delta 1. Si je fais la somme, j'aurai effectivement, l'énergie 0. Donc delta 1, l'énergie 0. Donc en définitive, le diagramme énergétique d'un champ plan carré ou bien un champ D4H sur les niveaux énergétiques des orbitales D du métal se situe de la façon suivante. Déstabilisation de Z2 par rapport à dx2 moins y2 et stabilisation de dxz par rapport à dxy. Donc, du point de vue euh, éclatement des niveaux T2G, EG, donc la situation normale, hein, la situation normale R3, nous avons donc un champ octaédrique stabilisation de 3 T2G, des trois orbitales dxy, dyz, dxz, déstabilisation de EG, dx2 moins y2, dz2. Là, nous avons effectivement stabilisation de dz2 et déstabilisation, une forte déstabilisation de dx0. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le plan x ou y, les ligands restent et sont proches, effectivement, sont proches de métal. Et par conséquent, l'interaction entre le ligand et les électrons qui, qui peuvent être susceptibles d'être occupés par ces orbitales vont être fortes. Donc, on aura effectivement une déstabilisation de dx2 moins y2. Vous aurez effectivement, vous aurez, euh, vous aurez donc l'orbital, l'orbital par exemple dx2 moins y2, dx2 donc plus, moins. Donc, nous aurons effectivement une forte, une forte répulsion entre le ligand et l'électron de l'orbital d'x2 moins y2, donc forte interaction, donc les orbitales pointent directement vers les ligands, donc on a une interaction très très forte, donc une répulsion très forte, donc une déstabilisation de la dx2 moins y2. Hein. De la même façon pour dxy, mais une déstabilisation moins forte. Pourquoi? Parce que dxy hein, se situe entre les axes, entre les axes, entre les axes, donc dxy entre les axes, on voit effectivement qu'il y a hein, une différence entre le ligand et l'électron de l'orbital dxy. Donc la dxy, effectivement, se déstabilise, mais moins fortement que l'orbital dx2 moins y. D'accord? Idem pour l'orbital dyz et dyz et dxz. Donc revenons à la distribution dans le cas d'un champ de plomb carré. Hein, on pourra avoir ce résultat à partir de celui d'un octaèdre en éloignant effectivement les deux orbitales, les deux ligands suivant l'axe OZ hein, vers plus ou moins l'infini. Donc, je résume, dx2 moins y qui pointe vers les ligands va se déstabiliser par rapport à dz2, dont les ligands sont éloignés à l'infini. Dxy sera également déstabilisé par rapport à dyz et dxz. L'orbitale la plus déstabilisée, comme on a vu, c'est la dx2 moins y2 parce qu'il pointe directement vers les ligands. Détermination de l'éclatement, si vous voulez, de l'éclatement du champ cristallin en OH et en TD. Comment détermine-t-on ce delta, c'est-à-dire expérimentalement, comment on va déterminer effectivement cette valeur de delta qui est l'éclatement du champ cristallin? Eh bien, si je prends l'exemple, par exemple, le complexe de titane, TiH2O 6 fois 3+, le titane 3+, qui est un D1, donc nous avons un seul électron, et que l'environnement du titane est octaédrique, donc nous aurons les T2G qui sont stabilisés, le EG sont déstabilisés, la situation est la suivante, et nous avons un seul électron, par exemple, sur l'orbital DXY. Eh bien,
pour déterminer effectivement expérimentalement, on a affaire à une étude d'absorption, hein, une étude optique, donc l'absorption dans le visible. Donc l'absorption dans le visible permet effectivement d'avoir une bande d'absorption qui se situe à peu près à delta avec delta, où delta égale h nut égale 20 000 cm moins 1. Donc delta O, puisque l'électron passe de l'orbital T de G à l'orbital EG, puisque le champ, effectivement, est octaédrique. Donc nous avons un delta 0 est égal à h nut égale 20 000 cm moins 1, puisque mu est égal à 1 sur lambda, donc C sur lambda, vous aurez h C sur lambda. Si je donne à h la valeur habituelle et C la valeur habituelle, 9,54 10 moins 14 kilocalories seconde, et C 3 10 puissance 10 cm seconde moins 1. Si je prends 1 sur lambda égale 1 cm moins 1, eh bien je peux calculer delta, delta 0 est égal à hc, est égal 9,54 10 moins 14 fois 3 10 puissance, ça fait 2,86 10 moins 3 kilocalories. Ce qui permet effectivement de déterminer, de faire correspondre 1 cm, 1 cm moins 1 correspond à 2,286 10 moins 3 kilocalories, ou une kilocalorie correspond à 350 cm moins 1. Donc, je peux déterminer, si vous voulez, ce delta 0. Ce delta 0 donné expérimentalement par la bande d'absorption qui est 20 000 cm moins 1. Donc, si je parle de 1 sur lambda, je peux déterminer lambda. Lambda donc est égal à 1 sur 20 000 cm moins 1. Donc, c'est 5 10 moins 5 cm moins 1 ou 0,5 10 moins 6 cm moins 1, c'est-à-dire 0,5 microns. Ou bien, je multiplie par 10 puissance 3, ça fait 500 nanomètres. Donc, je peux effectivement situer cette absorption. Donc, si je prends effectivement euh, le cercle de couleur, l'absorption se fait dans la région du vert jaune, hein, ici, et que l'émission, c'est une, donc c'est la complémentaire, c'est la couleur complémentaire. L'absorption se situe dans le vert jaune, et l'émission, c'est entre effectivement le violet et le rouge. Donc, l'émission dans la couleur, si vous voulez, perçue par l'œil. Donc, ça se voit, hein, que le complexe, on voit la couleur rouge, violet, c'est-à-dire pourpre. D'accord? Donc, en déterminant effectivement, hein, la détermination de delta 0 à partir de cette absorption dans le visible. Donc, la couleur, effectivement, donc la valeur de delta 0 permet effectivement de déterminer, hein, de situer la couleur du complexe, hein, concerné. Donc, ça, c'est le paragraphe qui concerne la détermination de la valeur de delta 0, c'est-à-dire l'éclatement du champ cristallin delta O. Comment on va remplir les orbitales atomiques dans le cas de OH et de TD, hein, dans le cas de la situation d'un site octaédrique ou d'un environnement octaédrique, et dans un environnement, par la suite, d'un environnement tétraédrique, eh bien, nous avons au moins 2 ou 3 cas. Dans le cas du site octaédrique, si je prends n entre 1 et 3, le nombre d'électrons entre 1 et 3, donc je peux avoir effectivement un électron ici, pour un D1, pour D2, donc les orbitales T de G, par exemple DXY et DYZ, pour l'orbital, pour la situation de la configuration D3, nous aurons donc 3 électrons, un électron par orbital, 1, 2 et 3. Ça, c'est pour n entre 1 et 3. Et également n entre 8 et 10. Entre 8 et 10, nous aurons donc les T de G sont entièrement remplis, 2 électrons par case, 2 électrons donc par orbital. Donc ça fait 2 fois 3, ça fait 6. 6 électrons, et vous avez le 7e électron dans l'orbital EG, par exemple dx2 moins y2, et l'autre électron, le 8e électron, dans l'orbital dz2, c'est l'orbital EG également. Donc D8, D9, j'ajoute un autre électron, c'est l'orbital dx2 moins y2 par exemple, et D10, donc entièrement rempli, les deux sous-couches sont entièrement remplies, donc nous aurons donc 2 électrons par orbital. Dans le cas
entre le cas entre 3 et 8, c'est-à-dire le cas égale 4, n égale à 4 à 7, nous aurons effectivement la situation suivante. Donc, euh, j'ai le choix. Le choix, par exemple, la situation de la configuration des 4, par exemple, j'ai 3 électrons, un électron par orbital T2G. Le quatrième électron, ou bien je le mets dans l'orbital EG, par exemple la dx2 moins y2, ou bien dans l'orbital dxy. Celui-là, ça dépend de l'énergie, hein, ça dépend de l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie d'appariement. Cette énergie d'appariement comparée à celui de delta. L'appariement, l'énergie d'appariement, c'est une énergie obtenue en faisant, si vous voulez, la somme de l'énergie d'échange interélectronique, lorsque les deux électrons sont à spin 1,5, il y a un certain échange électronique qui s'exerce, qui stabilise effectivement l'atome, et nous avons un P coulombien. P coulombien, c'est les interactions entre les électrons, donc répulsion coulombienne. Donc c'est une énergie PC, c'est une énergie qu'on perd si on force les deux électrons pour se mettre sur la même orbitale. Donc il y a une certaine répulsion, donc on voit effectivement qu'il y a une petite perte d'énergie. Si je compare cette énergie P à la valeur de delta, eh bien, il y a deux situations. Ou bien c'est delta qui est supérieur à P, ou bien c'est P qui est supérieur à delta. Dans le cas de delta est inférieur à P, que l'énergie d'appariement est supérieure à celui de delta O, eh bien, nous aurons une situation, ce qu'on appelle situation au spin, ou champ faible. Donc l'électron, le quatrième électron, se situe dans l'orbital d'x2 moins y2 ou l'orbital des z2, c'est-à-dire dans des orbitales EG. Si, au contraire, la valeur de delta O est supérieure à P, eh bien, on aura effectivement le quatrième électron se met dans l'orbital dxy des orbitales T de G. Et par conséquent, on part ici de la situation au spin, ou la configuration au spin, situation champ faible. Dans notre cas, nous aurons effectivement, hein, une situation champ fort ou bas spin. Idem pour, ça c'est pour le quatrième électron, si je prends D7 par exemple. D7, eh ben, j'aurai deux électrons, par exemple, dans l'orbital DXY, un électron DYZ, un électron DXZ et deux électrons, effectivement, EG. Eh ben, nous aurons les deux situations. La situation, effectivement, au spin, la situation au, donc la situation au spin, j'aurai donc le sixième et le septième électron, le sixième, le cinquième, le sixième, le septième électron dans l'orbital T de G. Ça, c'est la situation effectivement basse spin. Donc, pour le cinquième électron, nous avons parlé du quatrième électron. Le cinquième électron, c'est dans EG. Le cinquième, effectivement, ça se situe ici dans T de G. Le septième également dans l'orbital T de G. Donc là, ça dépend de la compétition, si vous voulez, la compétition entre P, l'énergie d'appariement, et l'énergie effectivement due au champ cristallin. Donc nous aurons effectivement deux situations, et ceci on va effectivement, hein, le voir en détail par la suite dans le cours. Dans le cas de D6, dans le cas de D6 par exemple, ou D7, là nous avons donc bas spin et haut spin. Haut spin, donc D7, haut spin, nous avons trois électrons célibataires, et dans le cas effectivement de bas spin, nous avons un seul électron célibataire. Le nombre d'électrons célibataires va être déterminé effectivement en faisant une étude détaillée des propriétés magnétiques des composés, hein, à étudier.
Donc là, vous avez le cas où delta 0 est inférieur à P, donc c'est P qui domine. Là, vous avez delta 0 supérieur à P, c'est l'éclatement du champ cristallin qui domine, hein, par rapport à l'énergie d'appariement. Donc, comment remplir les orbitales atomiques dans le cas de TD? Nous avons vu que delta T est très inférieure à celle de delta O. Elle est égale à 4 neuvièmes de delta O, donc c'est une situation toujours de champ faible. On a toujours la situation de haut spin. On ne peut pas avoir, dans le cas d'un potentiel tétraédrique, avoir le cas de bas spin. Donc, pour un seul électron, c'est EG qui est stabilisé, hein, EG qui est stabilisé par rapport à T2G. Le premier électron, c'est l'orbital EG, par exemple dx2 moins y2. Le deuxième électron, dz2, orbital toujours EG. Le troisième électron, hein, on commence effectivement, hein, à remplir T2G. On ne peut pas avoir la situation suivante. Dans le cas du site tétraédrique, ou l'environnement tétraédrique, je ne peux pas avoir cette situation. Parce que delta T est faible. Donc c'est toujours P, l'énergie d'appariement est supérieure à delta T. Donc on ne peut pas avoir cette situation. Donc on aura toujours une situation à spin fort. Pour le quatrième électron, également, j'occupe l'orbital T2G, par exemple DYZ, le cinquième électron. Donc je ne peux pas avoir la situation avec deux électrons à parier. On a toujours P supérieur à delta T. Hein? Dans le cas de l'environnement octaédrique, nous avons les deux situations, ou bien delta supérieur à P, ou P, ça dépend du champ. Si le champ est fort, on ne peut pas avoir une situation à haut spin. Donc on a une situation basse spin, c'est-à-dire vous avez delta supérieur à P. Mais dans le cas de TD, donc l'environnement tétraédrique, eh ben, on ne peut pas avoir une situation à basse spin, parce que nous aurons effectivement toujours que P supérieur à delta. Le cinquième électron se situe dans T2G par exemple. À partir du sixième, je commence à remplir, donc je ne peux pas avoir cette situation. À partir du sixième électron, je commence à remplir effectivement, hein, comme d'habitude, comme le D1, le D6, c'est à peu près comme le D1, donc je remplace EG. Le septième, donc je ne peux pas avoir situation basse spin également. Pour le septième électron, eh ben, je remplis effectivement le septième électron, donc je remplis les EG, d'abord les EG et puis les T2G. En définitive, l'énergie de stabilisation, donc je peux parler d'une certaine énergie qui est l'énergie de stabilisation, par le champ cristallin. Donc on aura par la suite, donc on va faire des exercices là-dessus concernant, cette situation. Donc on peut déterminer donc l'énergie de stabilisation.